Je suis Justine Morel et vous écoutez Le Rapport du légiste, le podcast d'Egora qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Guillaume Vissot. Après avoir exercé pendant 9 ans à l'Institut médico-légal à Nantes, il a posé ses valises en région parisienne, où il est désormais médecin en chef à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Pour Egora, il revient sur une affaire marquante de sa carrière, l'affaire Troadec. Le 23 février 2017, la commune d'Orvaux, située dans la banlieue de Nantes, est secouée par la disparition des 4 membres d'une même famille. Pascal et Brigitte Troadec, ainsi que leurs enfants Charlotte et Sébastien, ne donnent plus signe de vie depuis près d'1 semaine. Leurs proches alertent alors les forces de l'ordre, qui se rendent rapidement à leur domicile. Des taches de sang sont retrouvées dans plusieurs pièces de la maison, mais aucune trace des disparus. Pas de doute pour les enquêteurs, la famille a été victime d'un acte criminel. Après plusieurs jours d'investigation, les soupçons se portent sur Hubert Kawissin, le beau-frère de Pascal Troadec. Depuis quelques années, l'homme est persuadé que les Troadec cachent un trésor de famille. Son ADN est d'ailleurs retrouvé dans le pavillon d'Orvaux et il est placé en garde à vue le 5 mars avec sa compagne Lydie, la sœur de Pascal Troadec. Au commissariat de Brest, Hubert Kawissin avoue le quadruple meurtre, expliquant s'être rendu chez son beau-frère dans la soirée du 16 février pour espionner les Troadec et obtenir des informations sur le fameux trésor. Mais surpris par Pascal, il aurait tué les 4 membres de la famille à coups de pied de biche. Il indique ensuite avoir démembré les corps, puis les avoir en partie brûlés et enterrés dans sa ferme à Pont-de-Buis, dans le Finistère. Le lendemain, il est mis en examen et placé en détention provisoire. De son côté, le docteur Guillaume Vissot, qui travaille à ce moment-là à l'Institut médico-légal de Nantes, se rend avec son interne dans la ferme d'Hubert Kawissin pour passer au crible les lieux et procéder à la levée des corps. Attention, cet épisode relate des événements particulièrement violents qui peuvent choquer un public non averti. Quand on arrive sur place, le premier matin, je me souviens, c'était un matin brumeux, on est au fin fond de la Bretagne, un coin que je ne connaissais pas, donc il a fallu déjà arriver comme un touriste, explore cette magnifique région. Et on s'est retrouvé déjà à peu près 10 km avant avec partout des camions de journalistes, des camions de gendarmes mobiles qui fermaient les routes, qui bloquaient l'accès. Puis arrivé sur place, on a pu retrouver l'ensemble, que ce soit l'équipe police d'identification, l'équipe de la police judiciaire, les magistrats, etc. Le mis en cause, du coup, on s'est retrouvés, on a fait un briefing ensemble dans une grande salle. Où je me souviens, ça a été assez impressionnant au vu du monde qu'il y avait pour cette levée de corps. En tout, sur place, on a été une trentaine de personnels présents. Et là, le magistrat nous explique les différentes phases que le mis en cause a rapportées au cours de son interrogatoire la veille. Et lui va prendre la parole pour nous détailler comment il a procédé pour les corps. Et là, donc, on apprend que selon lui, il a donc ramené déjà, depuis Orvaux jusqu'au fin fond de la Bretagne dans la voiture, les victimes. À un emplacement à côté de la maison, sous un hangar, il a procédé au dépeçage des victimes, en commençant par les décapiter, en mettant les têtes dans un sac. Puis, il a écorché complètement, c'est-à-dire il a retiré la peau des 4 victimes. Il les a ensuite éviscérées. Il les a ensuite désossées. Pour pouvoir récupérer le squelette des 4 personnes, pour pouvoir les mettre dans la chaudière de la maison, pour les incinérer, les réduire en poussière. Après, répartir les esquilles osseuses un peu partout dans le poulailler, dans une autre zone qui est un peu plus loin, et les viscères et les muscles de graisse, etc. Il les a répartis à 2 endroits au-dessus des roncis.
Et donc c'est vrai qu'avec une unité police, ça a été pris en compte de faire un relevé des différents fragments de corps qu'on supposait de façon identique à ce qu'on fait lorsqu'on est face à une catastrophe avec des corps polyfragmentés, type la Germanwings, ce qui parle à tout le monde, mais voilà, c'était exactement le même process de levée de corps qu'on a dû mettre en place. Et après, on a pu partir donc sur les lieux de la propriété, avec le magistrat, avec le mis en cause, qui nous désigne des emplacements, qui sont répartis sur les 30 hectares de forêt dont il était propriétaire. Et donc on s'est dit avec l'anthropologue à ce moment-là, tout ce qui est osseux, purement osseux, on sera l'anthropologue qui va traiter les zones avec les techniciens, et puis tout ce qui est plutôt viscère, tissu mou, ce sera plutôt les médecins, et avec les techniciens bien sûr pour faire le relevé vraiment précis et codifié. Et donc on s'est retrouvés comme ça, projetés dans ce monde macabre. Le relevé a duré pendant 2 jours, 2 jours pendant lesquels du matin au soir on était dans la campagne en plein milieu du mois de mars à essayer de récupérer des morceaux de corps. Et voilà, donc 2 jours qui ont été éreintants et épuisants physiquement, moralement. Et de cette ampleur-là, c'est effectivement la première fois que j'étais confronté à une découverte de corps, avec autant de travail à effectuer, de constatations à faire sur place. Mais voilà. Donc il avait été décidé que chaque élément qu'on relevait allait être placé, comme on fait d'habitude, sous scellé, donc dans des sacs spéciaux, scellés par les enquêteurs. Donc on avait créé une zone en fait d'enregistrement des éléments. Tous les éléments étaient répertoriés par zone, par lieu de découverte dans la zone, pour pouvoir aussi voir un peu la répartition, etc. Et un premier examen médical sur place pour évaluer de ce que c'était et ce que ça pouvait donner. Et donc on a enregistré ainsi à peu près 450 morceaux humains de viscères, et on va dire une 60aine de scellés à visée anthropologique, donc d'éléments osseux qui ont été retrouvés. Mon rôle était surtout de déterminer si les éléments étaient humains ou pas, et d'essayer de trouver le nombre de personnes qui avaient été comme ça traitées. Alors je dis traitées, mais parce que je me détache un peu de tout ça, mais comment ils ont été traités pour être réduits en poussière. On a procédé à des prélèvements de visée ADN pour pouvoir faire une identification formelle des corps, puisqu'il n'y a que l'ADN à ce moment-là qui peut permettre cette identification. Mais en termes des analyses médicales qu'on a pu établir, il a pu être mis en évidence qu'effectivement, on était en présence d'au moins 3 personnes, au minimum, dont 2 femmes et un homme, puisque sur les différents éléments, on a pu mettre en évidence une prostate, on a pu mettre en évidence 2 éléments utérins. Et voilà, au stade de la levée de corps, on a pu simplement dire ça, qu'effectivement les os avaient été traités de manière carbonisée, enfin par le feu, et qu'il y avait des éviscérations qui avaient été faites, qui confirmaient effectivement les dires de la personne. Et après le reste, il fallait attendre l'autopsie. Vous venez d'écouter la première partie du rapport du légiste, l'affaire Troadec, racontée par le docteur Guillaume Vissot. Suite et fin de ce podcast dans la deuxième partie, déjà disponible sur egora.fr et les plateformes d'écoute.